Là, on a une présentation orale de diabétologie, un retardataire qui vient d'arriver d'Oujda. La présentation de l'équipe d'Oujda, stéatose hépatique, quelles caractéristiques de son association avec le diabète sucré de type 2, étude de CHU Mohamed VI d'Oujda, présentée par monsieur. Enfin, à vous la parole. Non, c'était déjà donné, je pense que... Désolé, je l'avais déjà donné. Chers maîtres, honorable assistance, nous avons les signes honneurs et le réel plaisir de vous présenter le résumé de nos travaux portant sur le thème stéatose hépatique non alcoolique, quelles caractéristiques de son association avec le diabète sucré de type 2 au CHU Mohamed VI Oujda au Maroc. Alors, comme vous le savez, le diabète sucré constitue un réel problème de santé publique. À en croire les résultats publiés par la Fédération internationale du diabète, il y aurait actuellement 425 millions de personnes atteintes de diabète, et avec environ 39 millions dans la région MENA où se situe le Maroc. Le diabète sucré est également un enjeu économique et humain, en ce sens qu'un adulte sur 11 est diabétique et que 12% des dépenses mondiales en santé est consacrée au diabète. La stéatose hépatique non alcoolique, elle est décrite comme une accumulation intrahépatocytaire de lipides, dont plus de 5% des hépatocytes sans notion de consommation alcoolique. Il peut s'agir d'une stéatose simple ou d'une stéatohépatique non alcoolique qui, elle est caractérisée, en plus de l'existence de la stéatose, par une inflammation avec ou non présence de fibrose. La stéatose hépatique non alcoolique peut rester bénigne ou peut évoluer vers une stéatohépatite appelée NASH, qui peut à son tour évoluer vers une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire. Elle constitue une des principales causes d'hépatopathie chronique dans les pays occidentaux, avec des prévalences atteignant 20 à 30% selon les régions. Son association avec le diabète sucré de type 2 semble fréquente. Des récentes études montrent qu'une accumulation intrahépatocytaire de lipides s'accompagne d'une augmentation de l'insulinorésistance avec risque de survenue du diabète sucré de type 2. Et en revanche, le diabète sucré de type 2 constitue un facteur de développement et de progression de la stéatose hépatique. Alors, au regard de ces constatations scientifiques, nous nous sommes intéressés au niveau du CHU Mohamed VI Oujda d'étudier la relation diabète sucré de type 2 et stéatose hépatique, dont, en se fixant comme objectif de déterminer la prévalence de la stéatose hépatique, de déterminer le profil des patients diabétiques présentant cette stéatopathie, enfin, d'identifier les facteurs de risque et d'analyser la prise en charge. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous avons mené une étude descriptive analytique à recueil de données transversales sur 3 ans, incluant des patients avec diabète sucré de type 2, sans notion de consommation d'alcool, d'hépatopathie chronique ni de prise de médicaments hépatotoxiques, présentant un dossier médical complet permettant une exploitation. La collecte des données a été faite à partir d'une fiche d'enquête. Chaque patient a bénéficié d'une évaluation clinique, biologique, avec précision de l'existence du syndrome métabolique selon les orientations de la Fédération internationale du diabète 2009. Nous avons utilisé l'échographie pour le dépistage de la stéatose hépatique en utilisant le contraste de l'image hépato-rénale comme décrit dans cette image pour le dépistage de la stéatose hépatique. Et nous sommes intéressés, en collaboration avec le service d'hépatogastro-entérologie, de mener auprès de nos patients avec stéatose hépatique la recherche non invasive de la fibrose hépatique à travers le calcul des biomarqueurs de fibrose, notamment le NAFLD Fibrosis Score et le FIB4, ainsi que la réalisation du FibroScan. Après une analyse attentive du bilan hépatique ainsi que des résultats de l'évaluation non invasive, nous avons proposé une exploration complémentaire, notamment des sérologies hépatiques et un bilan d'auto-immunité pour éliminer toute origine virale ou auto-immune de la stéatopathie et de proposer, s'il y avait l'indication, une ponction biopsie hépatique. Comme vous le savez, reste un outil diagnostique de référence qui permet à la fois une évaluation quantitative et qualitative de la stéatose, la fibrose ainsi que de la stéatose, la fibrose, ainsi que le niveau inflammatoire. Nous avons utilisé le logiciel d'analyse statistique SPSS pour l'analyse statistique de nos données. Voici à présent nos résultats suivis de commentaires.
Dans notre série, 275 patients avaient un diabète sucré de type 2, étaient hospitalisés durant cette période. 175 parmi eux répondaient aux critères d'inclusion. Parmi eux, 91 présentaient une stéatose hépatique, soit une prévalence de 52%. La prévalence de la stéatose hépatique est rapportée diversement par les auteurs chez les patients diabétiques de type 2 et semble dépendre de deux paramètres essentiels, à savoir, d'une part, le type de la population étudiée et d'autre part, le moyen diagnostique. Ainsi, des résultats similaires à la nôtre ont été rapportés par une série américaine, alors qu'une série australienne retrouvait une prévalence beaucoup plus élevée chez les patients dont la plupart des cas étaient obèses. Des résultats similaires à la nôtre ont été rapportés par plusieurs auteurs en termes de moyenne d'âge, comme de la prédominance féminine. Cependant, une prédominance masculine a été rapportée dans les séries australiennes et américaines chez des patients qui avaient un assez bon contrôle glycémique. Aucun de nos patients avec stéatose hépatique ne présentait des signes cliniques d'atteinte hépatique, ce qui rejoint bien les données de la littérature. Une anomalie des bilans hépatiques a été notée sur 18,68% de nos patients, avec une cytolyse à 9,89%. Mondal et collaborateurs rapportaient dans une récente publication qu'une élévation des enzymes hépatiques, notamment les ALAT, était associée de manière indépendante à la stéatose hépatique non alcoolique chez les patients diabétiques de type 2. Nous avons utilisé l'échographie pour le dépistage éventuellement de la stéatose hépatique, comme dans les séries américaines et australiennes. Cette démarche de dépistage suit bien les recommandations des sociétés savantes en matière de la stéatose hépatique. Une évaluation non invasive de la stéatose hépatique a pu être faite dans notre étude, notamment à travers les biomarqueurs permettant d'évaluer la présence d'une fibrose avancée sur 12% en utilisant le NAFS Fibrosis Score, 10% en utilisant le FIB4 et 15% en utilisant le FibroScan. À noter que nous avons utilisé bien sûr la sonde XL qui était adaptée pour les patients obèses. Après une analyse attentive du bilan biologique ainsi que du résultat de biomarqueurs, nous avons proposé la réalisation d'une ponction biopsie hépatique qui a été proposée sur 10 patients, mais réalisée sur 3 avec confirmation histologique des stéatoses hépatiques, dont le résultat était transcrit selon le score NASAF. En analysant de manière attentive la population de patients présentant une NASH, nous avons constaté que ces patients présentaient un déséquilibre pour 2 d'entre eux et présentaient tous une obésité, une hyperglycérémie, un syndrome métabolique, ainsi qu'une fibrose avancée à l'évaluation non invasive de la fibrose. Alors, en analysant de manière comparative la population des patients diabétiques de type 2 avec stéatose hépatique et celle indemne, nous avons noté que les patients diabétiques de type 2 avec stéatose hépatique présentaient de manière statistiquement significative une obésité, un syndrome métabolique, des complications macrovasculaires ainsi qu'une hypertriglycéridémie. Et plusieurs auteurs à travers la littérature prouvent que l'obésité, le diabète sucré de type 2 ainsi que le syndrome métabolique constituent des facteurs de risque importants, influençant de manière statistiquement significative la survenue de la stéatose hépatique non alcoolique. Dans notre série, les patients avec stéatose hépatique présentaient de manière statistiquement significative des complications macrovasculaires. Et les données de la littérature témoignent que la stéatose hépatique non alcoolique est liée à une augmentation du risque de survenue de maladies cardiovasculaires, cela de manière indépendante à l'existence des autres facteurs de risque. La stratégie de prise en charge de la stéatose hépatique non alcoolique dans notre étude revêtait un caractère multidisciplinaire et s'articulait autour de 2 axes principaux, à savoir la prise en charge en diabétologie avec l'évaluation du contrôle glycémique, l'adaptation thérapeutique, la proposition des mesures hygiéno-diététiques avec l'activité physique dans le but d'assurer une perte pondérale, ainsi que la prise en charge de l'ensemble des facteurs de risque associés. En hépatogastroentérologie, elle intéressait l'évaluation de la fibrose, la recherche de NASH et évidemment le suivi. Cette démarche de prise en charge suit bien évidemment plusieurs auteurs ainsi que les recommandations des sociétés savantes européennes sur l'étude de l'obésité, du diabète ainsi que du foie. L'analyse donc, de l'évolution à une année a pu être réalisée sur 55% de nos patients et on avait à noter une amélioration substantielle en ce qui concerne le contrôle glycémique, l'anomalie du bilan hépatique ainsi que l'hypertriglycéridémie. En analysant de manière attentive 4 de nos patients qui avaient une stéatose, une fibrose avancée, nous avons noté une amélioration substantielle du contrôle glycémique ainsi que du BMI, s'accompagnant d'une régression de la stéatose ainsi que d'une amélioration du niveau de fibrose. La perte pondérale
obtenue à travers une diététique et une activité physique s'accompagne d'une réduction de l'insulinorésistance et un impact positif sur l'évolution de la stéatose hépatique. Ainsi, un effet favorable de la liraglutide dont l'amélioration du bilan hépatique, la réduction des lésions de Nash sans aggravation de la fibrose a été rapportée dans la littérature. Aussi, certains auteurs rapportent que la consommation de café serait associée à un moindre risque de survenue de fibrose hépatique chez les patients avec stéatose ou stéatohépatite. En conclusion, il convient de dire que la stéatose hépatique non alcoolique constitue une entité importante à connaître et à diagnostiquer. Son association avec le diabète sucreux de type 2 est fréquente et peut être responsable d'une morbidité non négligeable, d'où la nécessité de savoir la diagnostiquer, évaluer la fibrose, ainsi proposer une recherche de Nash avec une ponction biopsie hépatique qui peut être réalisée en cas d'indication. Sa prise en charge doit être multidisciplinaire, comportant l'observation des règles hygiéno-diététiques, un bon contrôle glycémique, la prise en charge de l'ensemble des autres facteurs, ainsi que suivi une hépato-gastro-entérologie. Nous vous remercions de votre attention. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette communication? Je voulais vous poser une question concernant le traitement de la stéatose. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de prescrire les analogues GLP-1? Oui. Et concernant les statines, est-ce que vous avez modifié les thérapeutiques ou vous avez laissé les mêmes doses, le même traitement? Alors, concernant la liraglutide, évidemment, nous avons eu deux patients qui ont pu utiliser la liraglutide. Évidemment, l'un des patients présentait une stéatohépatite. Nous avons noté une réduction quand même au plan pondéral, d'abord avec l'activité physique et avec l'observation des règles hygiéno-diététiques. Et là, il y a quand même une amélioration en termes de l'anomalie du bilan biologique et de la fibrose. Alors, concernant les statines, évidemment, les statines ont été d'abord utilisés dans le but de contrôler l'hypertriglycéridémie. Parce qu'on le sait d'ailleurs qu'il n'y a pas encore d'indication de mise sur le marché dans le traitement de la stéatose hépatique. C'est des médicaments qui sont dit qu'ils peuvent avoir un effet, mais qui n'ont pas encore eu de preuves scientifiques de l'amélioration en termes de lésions, notamment de la stéatohépatite. Voilà. Donc, ils ont été utilisés dans le but de contrôler la dyslipidémie, qui par ailleurs peuvent entrer dans le cadre du syndrome métabolique, qu'on sait est un facteur de risque de la stéatose hépatique. Voilà. Concernant le bilan lipidique, quelles sont les valeurs des triglycérides que vous avez trouvées chez ces patients? Alors, j'avoue que c'est une cohorte. Nous avons eu 91 patients qui avaient une stéatose hépatique non alcoolique. Nous avons eu des patients qui avaient des taux de triglycérides jusqu'à 3, jusqu'à 4. On a eu à les voir. Voilà. Ah oui, le maximum que j'ai eu, c'était à 3,8. Voilà, dans la cohorte que nous avons, bien évidemment. On vous remercie. Merci.